Salam alaikum, Azul, bonsoir. Si John Arbuthnot, l'auteur de L'art du mensonge politique, pouvait revenir à la vie, il réécrirait certainement son traité parce qu'il aurait trouvé à profusion en Algérie, dans la faune politique qui infeste ce malheureux pays, une grande matière à inspiration. Dans ce malheureux pays où les acteurs les plus visibles du régime, ceux-là qui pontifient et s'expriment au nom de leur maître et qui font dans un outrancier excès de zèle et qui donnent toute la mesure de ce qu'est le mensonge politique, un art du mal, qui ne s'encombre d'aucune bride, d'aucune retenue, d'aucune pudeur. Tout à l'heure, j'ai un peu échangé au téléphone avec Hamid Lellou, qui est avec nous aujourd'hui. Il m'avait rappelé cette fameuse maxime qui veut que plus gros est le mensonge et mieux il passe. Et c'est tout à fait vrai. Imaginez un peu que Tebboune nous ait dit qu'au lieu de nous dire que l'Algérie avait généré 25 milliards, rappelez-vous, de dollars en 2019, alors qu'au lieu de nous asséner un tel mensonge, imaginez qu'il nous ait dit que l'Algérie a généré en 2019 plus de 250 millions de dollars de produits agricoles. Eh bien, ce chiffre n'aurait eu aucune chance de passer. Parce qu'il est un peu vraisemblable. Parce que les gens auraient été dans le détail, qu'ils auraient tout de suite pensé au seul produit qui est réellement exporté, la date, et tout le monde aurait sorti ces chiffres pour demander ce qu'il en est vraiment et pouvoir démentir Tebboune à la virgule près et lui démontrer que l'Algérie n'exporte qu'environ 100 millions de dollars en date par an. Le mensonge n'aurait pas été suffisamment gros et n'aurait pas été digéré. Mais dire que l'Algérie a produit pour 25 milliards de dollars de produits agricoles et suggérer, par effet d'association, qu'elle les a donc exportés, a eu un effet de sidération sur l'opinion publique, voire même sur les experts en la matière. Et c'est ainsi que ce chiffre a été soit royalement ignoré par tout le monde, soit passé à la trappe, à la chasse, parce qu'il est tellement outrancier que personne de sensé ne se serait abaissé à le discuter. Et c'est dans cette disposition à la grosse mystification et au gros mensonge que vient de s'exprimer M. Ammar Belhemr, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Ammar Belhemr. C'est comme ça qu'il est officiellement présenté, dans ce pays où on adore les titres à rallonge. Et donc, le ministre des journalistes et de la pub, comme l'appellent plutôt les vrais journalistes de ce pays, vient de nous livrer des déclarations qui mériteraient de figurer en bonne place dans le traité sur l'art du mensonge politique. Je vais vous lire quelques-unes de ces déclarations et je ne ferai aucun commentaire, je vous laisserai seul juge. Mais avant, juste quelques précisions pour ceux parmi nos téléspectateurs qui ne connaissent pas suffisamment le régime algérien. Oui, il faut savoir que la seule déontologie qui a cours dans la presse algérienne est le journalisme, c'est-à-dire écrire sous la dictée, s'auto-censurer, devancer, prévenir les désirs du maître et brosser dans le sens du poil, tomber à bras raccourcis sur les opposants, sur quiconque menace la pérennité des maîtres, agiter la main étrangère, inventer des théories du complot pour démentir qu'il y a une véritable révolution populaire dans ce pays. Et en échange, les journalistes et leurs patrons ont table dressée. Le PDG de l'ANEP vient de confirmer ce que tous les Algériens savaient déjà. Des milliers de milliards qui ont été versés en manne publicitaire à des journaux marrons. Mais il y a aussi l'autre revers de la médaille, le bâton, qui vient rappeler qu'il est l'alternative musclée à la carotte de la pub et des privilèges. C'est la mise au banc
des journalistes qui ne filent pas droit, leur congédiement, leur emprisonnement, leur flétrissure, voire même leur enlèvement et leur disparition, ou pire encore, leur assassinat, inscrit à l'actif du terrorisme de tous bords, ou leur liquidation alors qu'ils se trouvaient en prison. Globalement, une liberté de la presse en trompe l'œil, une presse muselée, profondément corrompue jusqu'au trognon, où certains patrons de presse sont comme des potentats et des chouyours de Zawiya qu'on vient visiter pour leur mendier une bénédiction. Une presse dominée par les maquignons de l'affairisme. Et c'est de cette presse dont il est le gartiourme, le bourreau et le corrupteur que le professeur Ammar Belhimr, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, etc., qui nous dit ceci, et je le cite là, « Une formation de qualité au sein des universités et établissements spécialisés, ainsi qu'un encadrement efficient et éclairé au niveau des médias, mettant en avant la sacralité, du respect, de l'éthique et de la déontologie, sont l'autre condition sine qua non pour la production d'un journaliste consciencieux et professionnel. » Fin de citation. Plus loin. Les règles d'éthique et de déontologie sont identiques, immuables, et doivent constituer le balisage que nul n'a le droit de négliger ou de bafouer. Et plus loin. Le journaliste professionnel est celui, selon la même charte, qui n'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée et qui ne confond pas son rôle avec celui de policier ou de juge. Fin de citation. Et il y en a beaucoup d'autres du même tonneau que je vous livrerai tout au long de l'émission. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. Alors وش صار اليوم في وسائل الإعلام العمومية مهم وتاريخي في نفس الوقت على خاطرش المسؤولين والحكومة هذه والسلطة والنظام ما فهموش باللي التلفزيون العمومي والإذاعة العمومية ماشي ملك للدولة هما ملك للشعب. C'est décidé de manière très opaque, on sait qui décide, il ne faut pas se mentir, c'est les services de renseignement, avec la vitrine évidemment du ministère de la Communication. L'accréditation entre le 31 décembre, donc tu déposes ton dossier, et me avec mars, avril. Ça veut dire que tu travailles 3 à 4 mois sans accréditation. Donc l'accréditation déjà, elle dure finalement 8 mois, 9 mois, parfois il me parfois il y a des menaces contre les journalistes, contre les correspondants. Et absolument la police, en pleine manifestation live, avec des lives. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire un Facebook Live. Est-ce que c'est écrit quelque part? On n'a pas le droit de faire un Facebook Live d'une manifestation le mardi ou le vendredi. Qui habsek policier تقول له أنا je suis journaliste indépendant mais ça عرفش بك. Pour lui, il aime تخدم في الشروق ولا في النهار ولا في الإذاعة ولا في الصحيفة أنت لست صحفي. C'est pour ça que je dis que la situation des correspondants elle doit absolument être réglée par le ministère de la Communication. Le correspondant, il a autant de droits que nous, qu'il soit algérien ou étranger. أغلب الصحف واش بقات غير لا بريس إلكترونيك et encore qu'il y a des sites اللي بلوكاوهم كيما TSA كيما Interligne كيما d'autres sites aussi qui ont été bloqués بعد ils ont levé le blocage واش يبقاو الصحفيين الأحرار المستقلين اللي يخدموا وحدهم و c'est pour ça que كي ولاو قلال ولا التضييق عليهم أكثر. Une espèce de méfiance vis-à-vis du correspondant étranger comme si c'est le correspondant à la CIA. صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية مش على الرئيس ولا يستنطق يخرج يمشي للسفارة يعطيهم عرض حال استنطقني فلان واستنطق لي فلان ايش راك ماكش بعيد على الخبارجي. L'année dernière, lorsque j'ai eu ces petits soucis avec certaines personnes haut placées, beaucoup de personnes m'avaient critiqué, mais beaucoup d'autres personnes m'avaient aussi conseillé de partir à l'étranger, de travailler dans une chaîne étrangère. J'avais eu quelques propositions, quelques petites unes. Mais moi, j'ai décidé de rester ici. J'ai décidé de rester ici parce que je considérais que partir, c'était leur rendre service. C'était leur donner un cadeau. Et moi, je voulais qu'ils comprennent que ce pays est autant le nôtre que le leur, que nous sommes aussi patriotes qu'eux,
et que nous devons beaucoup plus à ce pays que pour eux. Presse en Algérie, dorure sur mensonge. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai avec moi, par ordre alphabétique, Yahya Bonouar, journaliste en France, Sofiane Maloufi, directeur de médias et survey à Alger, Hamid Lellou, analyste politique, médiateur certifié et analyste dans la résolution des conflits, qui sera avec nous depuis Washington. Yahya Bonouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, Yahya, donc voilà, donc cette dernière sortie de M. Belheimer qui nous parle de charte, d'éthique, déontologie. Mais moi, je connais bien ce régime, mais je n'ai pas pu m'empêcher, encore une fois, d'être très surpris, très choqué, de l'entendre parler comme ça. C'est comme s'il parlait d'un autre pays, quoi, en fait. Totalement. D'ailleurs, dans ce qu'il a dit, il cite 4 pays, les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Mais ce qu'il ne dit pas aux gens, alors qu'il le sait très bien, c'est que dans ces pays, il n'y a pas de ministre de la communication. La communication est libre. Il cite la charte de Munich, la charte de Bordeaux, les chartes qui ont été écrites par des journalistes, pas par des ministres. Il prête les correspondants. Il dit que les correspondants. Yahya, je vais vous interrompre parce qu'il semble qu'il y a un souci dans le son. Peut-être qu'ils vont vous appeler au téléphone en même temps que vous restez en Skype. Je vais vers Sofiane Maloufi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sofiane. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir. Merci. Alors, même question. Donc, c'est que vous a inspiré cette déclaration ou ces déclarations de M. Belheimer? Peut-être que je ne serai pas un très bon client pour vous aujourd'hui. Je vous décevrai par rapport à mon intervention aujourd'hui, si jamais. On va prendre les choses avec un petit peu moins de passion. Mais je pense qu'il était important qu'on puisse parler de la régulation et de l'autorégulation des médias et parler des lois qui doivent encadrer l'activité journalistique, mais surtout l'activité des médias. Maintenant, nous avons 2 approches différentes dans le cadre de la gestion et de l'organisation des médias dans un pays qui se respecte. On a plusieurs écoles ou courants de pensée. Nous avons le courant de pensée germanophone, nous avons les pays scandinaves, nous avons les pays de l'Est, les pays de l'Est et les pays de Balte. Donc il y a différents courants de pensée qui ont engendré un système de régulation qui a donné naissance d'abord à ce qu'on appelle une charte déontologique et par la suite donné naissance à un conseil supérieur de la presse. Maintenant, est-ce que cela vaut pour d'autres pays? Non, comme en France, en Italie, au Portugal, en Grèce, où il n'existe pas ce genre d'institution. Maintenant, par rapport, déjà, c'est un premier palier que j'ai noté dans son intervention. Bien sûr, par rapport au gouvernement, par rapport au contexte politique actuel, c'est clair que une sortie médiatique du ministre de la Communication, qui n'a pas beaucoup pris la parole lorsqu'il s'agissait de l'apprendre et de garantir un minimum de liberté et surtout un minimum d'accès à la source. Souvent, quand je m'entretiens avec des journalistes, ce grief et cette attente revient à chaque fois, l'accès à la source d'information, l'accès à l'information tout court et surtout la considération qui doit être la leur. Maintenant, sur les différents passages que j'ai notés, que j'ai pris le temps justement de lire attentivement, pour moi, c'est une prise de parole comme une réflexion globale par rapport à la pratique journalistique, une réflexion globale par rapport à l'organisation, mais surtout ce que je note. Pour moi, c'est important de dire que le cheminement qu'a pris Belheimer, donc le ministre de la Communication, c'est le principe d'autorégulation. Et je pense que ce qui a été retenu, c'est une autorégulation des médias, donc une régulation par les médias, et non une régulation institutionnelle. Même si vous allez me dire qu'il est très difficile d'y croire, il est très difficile de... Mais moi, je préfère parler des aspects techniques parce que nous sommes tous d'accord par rapport à tout ce qui peut venir de ce gouvernement ou du système politique en place peut toujours être entaché soit par la bienveillance ou bien par cette honnêteté intellectuelle qu'on peut remettre en cause parce que la situation, elle
des médias n'est pas celle que nous aurions voulu avoir après l'avènement du journalisme pluriel ou la pluralité du journalisme. Même si, dans votre édito, que je trouve à chaque fois parfois un peu passionnant, parfois un peu dur, mais je vous dirais aussi que le mal des médias se trouve dans les journalistes, il se trouve dans leurs acteurs. Parce qu'encore une fois, quand on voit les sommes colossales que M. Ouanouri, directeur général de l'ANEP, a permis à l'opinion publique, et pour moi, c'est presque comme un coming out, hein. Pour moi, c'est essentiel d'avoir parlé de manière transparente et de manière dure, et ça a choqué l'opinion publique parce qu'on a vu cette déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux, et c'est très légitime, c'est que, encore une fois, comment ces médias-là n'ont pas pu s'affranchir avec autant de sommes colossales, s'affranchir du système. Donc, encore une fois, est-ce que c'est le système qui est malade ou c'est nous qui sommes malades? Or, avoir autant de milliards et ne pas s'affranchir de ce système, au-delà du fait que maintenant, tout le monde crie misère et tout le monde est presque au bord de la faillite. Mais quand on compare par rapport aux sommes récoltées, est-ce que cela a suffi pour mettre en place des formations, mettre en place de vraies organisations, mettre en place de vrais organigrammes au niveau des éditeurs de presse ou des groupes de presse? On n'en a pas vu ça, à l'exception de quelques journaux, de quelques quotidiens, que l'on pourra demain se targuer de dire que, alhamdoulilah, la pluralité des médias décrétée en 92 a permis justement d'avoir 3 ou 4 quotidiens pour lesquels on peut avoir tout le respect et toute l'affection. Maintenant, je vous dis, pour moi, c'est un bloc de réflexion dans la dernière sortie du ministre Belhamel, au-delà de ce qu'on peut percevoir, encore une fois... Mais est-ce que ce régime, sur un plan pratique, et puis je vais donner la parole à Yahya parce qu'elle a été interrompue, est-ce que sur le plan pratique, réel, pragmatique, tangible et tous les qualificatifs qu'on peut utiliser, ça veut dire sur le plan de la vérité, sur le terrain, est-ce qu'un tel régime peut aller vers une telle... projection, est-ce que ce régime peut s'amender, permettre une vraie liberté de la presse, exiger une véritable éthique, avec tout le corollaire qu'il y a tout autour, une vraie justice, un vrai pouvoir politique, de vraies institutions, etc. Justement, c'est très antinomique, encore une fois. C'est pour ça que je vous dis, la perception ne peut être négative. Parce qu'encore une fois, nous faisons une chose et son contraire. Cette grande contradiction nous laisse très perplexes par rapport à toutes les initiatives, qu'elles soient de bonne foi. Mais on ne peut ni les discuter sur le bien fondé, parce qu'encore une fois, plusieurs milliers de personnes sont en prison, des journalistes sont embêtés, des journalistes sont en mal-vie dans l'organisation qui est celle d'aujourd'hui. Le marché publicitaire dérégulé, absence de loi sur les sondages, absence de loi qui régule la presse écrite, les organes n'ont pas encore vu le jour, une remise en cause de la fameuse carte professionnelle. Mais tout ça, encore, on est en train de démanteler les 20 ans de Bouteflika et par la suite essayer de donner naissance à une organisation des médias qui a tardé à venir, mais surtout qui est toujours entachée par cette crise de légitimité d'un pouvoir en quête de légitimité. Et je précise juste qu'il n'y a pas plusieurs milliers de prisonniers, pour qu'on ne nous taxe pas. Vous avez dû commettre un impair, j'imagine, une erreur. Quelques centaines, à la limite, quelques dizaines peut-être. Alors, Yahya Bounoir, je reviens à vous. J'espère qu'on vous écoute mieux, qu'on vous entend mieux, pardon. J'ai écouté votre question, je viens d'écouter votre invité. Mais il y a Sofiane Maloufi. Il y a une donnée essentielle qu'il faut rappeler. Ce n'est pas l'ANEP qui a distribué des milliards et des milliers de milliards aux journaux, c'est la police politique. C'est un système mis en place dans les années 90 par le fameux colonel Haj Zoubé, poursuivi par le colonel Fouzi, et puis les dernières années par Saïd Bouteflika. Donc c'est la police politique qui distribue pour ceux qui font allégeance. Quand ce sont des militaires, quand ce sont la police politique qui gère les médias, ce sont des militaires, ils ont une vision binaire. Il y a pour eux 2 catégories de journalistes, 2 catégories de médias, les dociles et les hostiles. Les dociles, on leur sert des milliers de milliards pour qu'ils fassent la propagande. Et Bouteflika, c'est le meilleur président de la Terre et de la planète et de l'univers. Et Gaïd Saleh, c'est le plus beau. Et Tebboune, maintenant, c'est le plus beau. Et les hostiles, on les chasse, on les pourchasse, on les emprisonne et on les pousse à l'exil. C'est ça la réalité.
Ceux qui ont pris des milliards pendant des années pour faire la propagande de Bouteflika, puis pendant près d'un an pour faire la propagande de Gaïd Saleh, font exactement la même chose aujourd'hui pour Tebboune et les généraux qui dirigent ce pays. Donc tout cela n'a pas changé. Venir parler des institutions, de c'est la faute des journalistes, il faut mettre en place, de Belhammer qui raconte n'importe quoi et qui cite la charte de Munir, la charte de Bordeaux, comme si ça existait. Alors que les pays qui citent, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, il a cité 4 pays dans son intervention. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Dans aucun de ces pays, il n'y a de ministre de la communication. La communication est libre, elle est gérée par les journalistes eux-mêmes et les chartes sont écrites par les journalistes eux-mêmes. Ce sont des chartes d'éthique et de déontologie que les journalistes s'imposent à eux-mêmes sans l'intervention d'aucun ministre, ni même du pouvoir législatif. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont et puis il ne faut pas se comparer. Il a dit quelque chose de totalement ahurissant. Dans tous les pays, les correspondants à l'étranger doivent accepter, il faut aller s'accréditer. C'est une question dont on va parler, Yahya. D'accord. Alors, Hamid Lellou, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi. Voilà, donc vous m'aviez dit tout à l'heure que plus gros est le mensonge et mieux il passe. Et là, après l'histoire des 25 milliards de M. Tebboune, générés par l'agriculture en 2019, qui a étonné tout le monde dans un pays où on importe tout ce qu'on consomme, tout, y compris le pain. Le pain, lorsqu'on le décortique en intrant, tout ce qu'il y a dedans d'importé, même le pain est à la limite presque entièrement importé. Et voilà que M. Belhammer vient nous parler d'éthique, de déontologie, de la nécessité d'avoir une charte pour que le journalisme digne de ce nom puisse s'exercer dans un pays où, avant de vous donner la parole, on va laisser M. Tebboune s'exprimer, dans un pays où le premier pseudo-élu du pays, celui qui représente l'institution, une véritable institution du pouvoir exécutif, censé respecter le droit, sinon la loi, tombe à bras raccourcis en traitant un journaliste qui n'a pas encore été jugé de balance, Khabarji, parce que ce journaliste faisait juste son travail de journaliste qu'il filmait le Hirak et qu'il transmettait. M. Tebboune l'a accusé d'avoir vendu des informations à l'étranger, et alors qu'il n'a pas été jugé, qu'il est présumé innocent, innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. Nous allons l'écouter. Je vous donne la parole, Hamid Lellou. قلنا الديمقراطية أنا التزمت وقلتها مرارا وتكرارا أن ما ندعم حرية التعبير، لأن بلا حرية التعبير ما تقدرش تمشي بعيد. ولكن قلت نحارب بشراسة الكذب والتجريح والسب والشتم باش توصل نتايا باش دير حاجه فكاهيه تخلق لي مشاكل دبلوماسيه. رفعوا المستوى شويه، رفعوا المستوى. هذه غير مقبوله هذه. اما الاخرين اللي قالوا تقليص حريه التعبير، صحفي يخرج يستنطق لان قال كلام قوي على الدوله الجزائريه، مش على الرئيس ولا يستنطق، يخرج يمشي للسفاره يعطيه معرض حال. استنطقني فلان واستنطق لي فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي. شاهد صحفي. من حقنا احنا ندافع على السياده نتاعنا، هذه مهمتي وسندوها للجزائريين ومقتنع بها وقلتها. ما نتخلاش بالشبر على اعلان نوفمبر وعلى Hamid Lellou. Allô? Ahlan bik, Hamid. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci et bienvenue à vos invités et puis le grand bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Je vais commencer par une déclaration de Thomas Jefferson. C'est un des présidents fondateurs des États-Unis d'Amérique, qui, avant de devenir président, avait fait une déclaration très, très importante par rapport à la presse.
Il disait, si je devais choisir entre un gouvernement sans presse et une presse sans gouvernement, sans hésitation, je choisirais une presse sans gouvernement. C'est juste pour vous dire à quel point la presse est très très importante. Autant elle est considérée comme le quatrième pilier du pouvoir, après l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la presse indépendante est quand même là pour exercer cet esprit de vérification et de contrepoids. Aucune de ces branches du gouvernement ou du pouvoir ne peut faire quoi que ce soit sans être vérifiée et contrebalancée par un autre côté du pouvoir. Et quand je vois ce qui se passe maintenant en Algérie, j'aimerais bien faire une petite remarque par rapport à votre premier invité, qui lui s'est mis dans une logique un petit peu de la reconnaissance du pouvoir. Il reconnaît le pouvoir, du coup, il lui donne le mérite de commencer à faire un petit peu de nettoyage. Vous parlez de Yahya Bounoir ou de... Oui, je pense que c'est Yahya Bounoir, oui. Donc, c'est comme si le pouvoir algérien, maintenant, s'est réveillé. Moi, je crois que celui qui a été plus modéré, c'est plutôt Soufiane Melloufi. Yahya Bounoir, il a tiré à boulet rouge. Yahya Bounoir a été le premier invité, Soufiane Melloufi le deuxième. Le jeune avec des lunettes. Ah, Soufiane. Soufiane, d'accord. Donc, il n'est plus du tout jeune, hein. 47 donc Yahya n'est pas jeune alors. Yahya, ça y est, Yahya, bye bye. Yahya, vous êtes aussi vieux que moi, donc bienvenue au club. Façon de corriger le tir, hein. Oui, donc moi, c'est une manière de relativiser un petit peu ce que votre invité avait dit. Dire qu'ils font ça pour nettoyer ce qui a été fait par le bouteflikisme. Le bouteflikisme continue, hein, c'est le bis repetitas, c'est Tebboune et tous les autres, c'est la même chose, ils continuent dans le même... Et les lois de 2012 de la presse et tout ça, ça date de Bouteflika, et ils continuent avec ça. Donc tout ça, c'est du cosmétique, moi je dirais. C'est du cosmétique, il n'y a pas de travail de fond. On a entendu le témoignage des journalistes algériens qui disaient à quel point ils sont... C'est presque de la persécution, vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de rapporter, et même si vous rapportez quelque chose, vous travaillez pour les services étrangers. Donc on ne peut pas faire du nettoyage de la presse tels qu'ils sont en train d'essayer de le faire ou prétendent de le faire quand le cadre n'est pas adéquat. Il est vrai que dans les pays démocratiques, je peux parler des États-Unis, la presse ne dépend pas de l'exécutif. La presse, elle est en dehors du cadre exécutif, elle est en dehors du cadre législatif, elle est en dehors du cadre judiciaire. Elle a son propre cadre. Donc elle est indépendante. Elle est privée et indépendante, les deux. Maintenant, en Algérie, à un moment donné, ils avaient parlé d'une presse indépendante. Et puis, comme elle a pris un petit peu trop de zèle ou trop de liberté, ils l'ont transformée en presse privée au lieu d'être indépendante. Alors, je reviens d'abord à Soufiane Melloufi, puisqu'il a été question de lui avant d'aller vers Yahya. Soufiane Melloufi, vous voulez peut-être répondre? Monsieur Hamid Lello, de m'avoir pris pour un jeune, c'est bien, à 47 ans, on est encore jeune dans un pays. Aux États-Unis, je ne pense pas qu'on soit jeune à 47 ans. Même si c'est pas péjoratif. Soufiane, pardon de vous interrompre. Pour moi, personnellement, vous êtes très, très jeune. Je suis resté jeune, malgré les tumultes. Ça dépend de quel côté c'est regardé. Ça dépend. Mais je vous en prie, pardon de vous avoir interrompu. La nuance, elle est là. La nuance, elle est là. Donc, encore une fois, dans mon propos, il était nullement de reconnaître, encore une fois, c'est comme le pouvoir de Trump qui a été reconnu, même s'il a été mal élu. Encore une fois, il y a une organisation il y a des lois, il y a des hommes. Maintenant, si on veut reconnaître
c'est pas une position juridique ou une position, c'est une posture. Maintenant, sur la posture, la mienne, la reconnaissance, elle est de fait. C'est pas moi qui reconnais. Je suis pas un organe qui reconnaît ou qui ne reconnaît pas. Par rapport à mes idéaux, par rapport à ma liberté de temps, à ma liberté d'expression, c'est vrai qu'encore une fois, j'ai bien précisé que par rapport à tout ce qui se passe et le contexte actuel, on ne peut que ne pas croire à toutes les initiatives, même si moi, j'analyse techniquement. Encore une fois, si je suis là, dans le petit plus qui dit que rien ne va et on peut rien faire, et ne pas analyser techniquement ce qui pourrait nous avancer, qu'est-ce que j'aurais dit de plus par rapport à tous vos invités qui, à longueur de journée, disent tout le mal. Donc, qu'est-ce que je vais encore rajouter pour dire tout le mal? Par rapport à M. Belhamad, maintenant, si on doit nettoyer le bouteflikerisme, donc encore une fois, je rappelle à M. Lo que nous avions eu une presse, et je pense que si Jamal, vous connaissez mieux que moi l'histoire de la presse, quand on voit les plumes qui sont sorties de l'illustre journal Moudjahid, donc jadis, je précise, donc je pense que ces gens-là qui ont permis à cette presse d'exister et à cette presse de sauvegarder le pays, au-delà de tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut le critiquer ou tout l'anathème ou le propre qu'on peut lui diriger. Parler aussi de la presse aux USA, moi j'aurais souhaité parler de manière très détaillée de la presse aux USA. Quel mauvais exemple, la presse anglo-saxonne et surtout la presse américaine. Au-delà de tous les scandales qu'on a pu voir, et surtout dire privée et indépendante, non. Je ne pense pas qu'elle soit indépendante, privée, oui, indépendante, non. Et c'est un débat au sein même de la fonction journaliste, au sein même de la corporation des journalistes, où tous les manias de la finance ont phagocyté la pratique journalistique. Et je ne pense pas que la presse indépendante ailleurs ou ici va mieux que ça. Je citerai juste un petit exemple dont j'ai été victime lorsque j'ai demandé à une presse de m'accompagner lorsque j'ai fait l'objet d'un licenciement d'un grand groupe de télécom. Aucun journaliste ne m'a suivi parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une relation journaliste-État, mais il s'agit de relations journaliste et intérêt. Et c'est là où le bas blesse. Yahya Bounoir. Oui, on ne parle pas de la même chose. Je vais revenir à ce que racontait Belhamad, le porte-parole du gouvernement, qui en vérité est le porte-parole des généraux sécuritaires qui dirigent ce pays et qui dirigent la presse. Je le redis encore une fois, aujourd'hui comme hier, il y a des médias, des télévisions, des journaux qui prennent aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, des milliards pour faire la propagande de football, comme ils ont fait la propagande de Gaïd Salah et comme ils ont fait la propagande de Bouteflika avant lui. Donc rien n'a changé. Après, les discours de Belhamad, c'est le discours des généraux sécuritaires. Quand il dit, c'est incroyable, quand il dit que les journalistes doivent s'accréditer, comme dans tous les autres pays démocratiques. Absolument. Voilà, comme dans tous les autres pays démocratiques. Oui. C'est vrai. Sauf que dans un pays démocratique, vous l'avez fait vous-même, Jamal Delbechnouf, oui. Vous avez l'accréditation d'un journal, vous allez là où on s'accrédite, on regarde si votre journal existe et vous êtes accrédité le lendemain. Il n'y a pas d'enquête de police politique, on ne vous fait pas attendre 3 mois, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Dire que la presse n'est pas indépendante aux États-Unis, c'est une discussion puisque c'est les milliardaires qui détiennent la presse. Mais la comparer avec ce qui se passe en Algérie, où ce sont des généraux sécuritaires, c'est pas du tout la même chose. Les milliardaires ne s'entendent pas entre eux. Et quelquefois, d'ailleurs, il y a les pro-Trump et les anti-Trump. En Algérie, il n'y a pas de pro-Tebboune et d'anti-Tebboune. Ils sont tous pro-Tebboune comme ils étaient pro-Gaïd Salah. Encore un mot sur ce qu'a dit le ministre Belhamad. Il parle d'éthique et de déontologie quand un journal écrit un article qui ne lui plaît pas. Et il parle d'attaque sur la vie privée des gens, c'est pas bien, quand ça ne lui plaît pas. Est-ce qu'il a dit un jour un seul mot d'éthique ou de déontologie quand tous les médias, à la botte des généraux, attaquent les opposants, les insultent, les qualifient de traîtres, toutes les insultes possibles? Jamais. À ce moment-là, il n'y a ni éthique ni déontologie. Seulement quand
il y a quelques critiques contre le gouvernement. Donc voilà l'hypocrisie. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Il faut arrêter de comparer les médias ou le monde médiatique en Algérie avec ce qui se passe ailleurs. Nous avons un système médiatique qui est totalement à la botte des généraux sécuritaires. On ne va pas comparer avec ce qui se passe en France où les médias, 90-95% des médias, est détenu par les milliardaires. On ne va pas raconter des bêtises aux gens. C'est pareil aux États-Unis. C'est moins vrai en Allemagne, c'est moins vrai en Angleterre. Mais on compare ce qui est comparable et pas raconter comme si on était dans un pays où quelqu'un pouvait aller s'accréditer comme ça. Ce n'est pas vrai. Ici, on s'accrédite en 24 heures. C'est même pas une accréditation, en fait, c'est juste que l'accréditation, c'est qu'on voulait être reçu à l'Élysée ou c'est dans des missions particulières. Mais accréditer tel que cela se pratique en Algérie, ça n'existe pas en France ni nulle part ailleurs. Personnellement, je n'en ai jamais entendu parler et sur ce point en particulier, M. Belhamer a fait un gros mensonge. Ce n'est pas vrai. En Europe, moi, je n'ai pas entendu parler d'accréditation telle qu'elle se pratique en Algérie ou en Corée du Nord. Oui. Même quand on veut s'accréditer pour avoir accès à l'Élysée, au Sénat, à l'Assemblée, ça prend 24 heures. Absolument. Vous avez c'est ponctuel. Voilà, une accréditation de votre journal. Votre journal existe, on vous donne la carte et vous êtes accrédité. Il n'y a pas d'enquête de police politique. Donc il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. On peut parler peut-être dans une autre émission des inconvénients ou des bienfaits du monde médiatique américain, français, allemand ou anglais. C'est tout un autre sujet, en effet. Alors, il n'y a rien à parler avec l'Algérie. Hamid Lellouch, j'aimerais que nous puissions d'abord, avant de revenir à cette histoire d'ANEP et de révélation faite par son PDG, j'aimerais qu'on essaie de revenir un peu sur la genèse de cette histoire de presse privée, presse indépendante. Vous vous rappelez qu'avant 88, qu'avant 89, il n'y avait pas de presse privée. Il n'y avait que la presse publique. Une presse publique qui filait droit. Hein. Il n'y avait pas aucune critique contre le pouvoir. C'était absolument inimaginable. Hein. Même s'il y avait, des journalistes honorables, Al-Moujahid, chose que personne ne peut nier, mais le Moujahid en tant que tel, ou Chab, ou Nasr, la télé unique, c'était des journaux du régime, c'était des journaux qui roulaient pour le régime et qui véhiculaient le discours du régime. Mais donc après 88, le régime, au lieu de se laisser déborder, a décidé de mettre en place lui-même ses propres soupapes de respiration, hein, pour que la cocotte ne saute pas. Et donc, il avait créé en même temps une presse privée et une opposition politique sur commande. Il avait pris de la presse publique elle-même, des journalistes du secteur public qu'il avait financés, qu'il avait dotés, à qui il avait attribué des locaux, des voitures, de l'argent, qu'il leur avait demandé de créer des journaux. Et à côté, il a créé des partis politiques. Il suffisait de ramener 14 copains, faire une petite clique de 15 personnes, aller signer un papier, vous devenez un parti politique. Et ça, on a vu du jour au lendemain fleurir plus de 70 partis politiques. Et donc, cette presse privée, qui se disait indépendante dès le début, et qui se disait, selon la formule, consacrer la presse la plus libre du monde arabe, en fait, c'était une presse qui avait réussi l'exploit de paraître indépendante par rapport à une liberté de ton qu'on ne connaissait pas en Algérie. Ça veut dire celui qui lit la presse algérienne a l'impression que c'est une vraie presse libre. Sauf que c'est une presse qui ne s'est jamais attaquée aux intérêts des vrais barons du régime. On n'a jamais lu un article sur un général, sur ses abus, sur ses excès, sur ses prédations, sauf pour l'affaire Bellossif et pour l'affaire rappelez-moi comment ça s'appelle, le général, l'ami de Zaroual. Betchin, voilà. Et donc c'était des attaques télécommandées. C'était des attaques télécommandées à des gens qui écrivaient des articles, à qui on avait fourni les informations,
et à des journaux à qui on avait ordonné de publier donc ces brûlots. Pour vous dire, donc voilà, j'ai résumé, mais c'est d'autant plus complexe. Donc on a réussi à nous berner, à nous faire croire à une presse indépendante réellement, alors qu'il s'est avéré très vite et dans le temps que c'est une presse aux ordres, qu'elle était peut-être pire que la presse publique, puisque la presse publique, au moins, elle s'affichait en tant que telle, et qu'en son sein, il y avait beaucoup de patriotes sincères, des gens qui écrivaient en croyant à ce qu'ils écrivaient. Alors que la presse privée qui est née après 88, hacha les plumes que tous les Algériens connaissent pour être des journalistes intègres et honnêtes, grosse partie de ces journalistes étaient des mercenaires de la plume, et ils le sont toujours d'ailleurs. Voilà, je m'excuse pour cette longue digression, mais juste pour en venir, Hamid Lellou, comment ont-ils réussi à créer une telle presse du jour au lendemain, sortie du chapeau, et comment ont-ils réussi à tromper le monde entier? En Occident, pendant des années, on a cru que la presse algérienne était vraiment une presse indépendante, au point où on disait d'elle, c'est le 4e pouvoir en Algérie. De la même manière que parlons de l'armée, on disait, c'est la grande muette. Et je vous laisse nous répondre, Hamid Lellou. Oui, vous avez résumé l'idée que j'avais quand j'avais mentionné la presse indépendante et la presse libre, privée et indépendante. Et vous avez bien fait de faire l'analogie avec les partis politiques qui sont proches du pouvoir. Moi non plus, je ne suis pas là pour attaquer le pouvoir parce que pour le fait plaisir de l'attaquer, je fais des analyses, j'essaye de faire des enquêtes avant d'écrire quoi que ce soit. Mais malheureusement, ce pouvoir ne nous laisse aucune marge de manœuvre que de critiquer ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait est basé sur du faux. Hein? La presse, et ça revient à ce que je disais la dernière fois, si vous vous rappelez, il y avait un de vos invités avec qui j'ai partagé beaucoup de ses opinions, mais je lui ai dit, écoutez, monsieur, il ne faut pas mépriser ce pouvoir. Il est peut-être malsain, pourri, corrompu, incompétent, les adjectifs ne manquent pas. Mais il faut lui donner le mérite d'être assez intelligent et malin pour se maintenir. Ce qui s'est passé en 88, ça a pris quelques semaines pour le pouvoir de façon à sortir une contre-approche à ce qui s'est fait avant pour s'adapter aux demandes et aux besoins de la population. Et d'un coup de baguette magique, ils nous ont sorti les partis politiques, la presse, etc. Donc il a ce pouvoir qui est assez extraordinaire pour un régime comme l'Algérie qui sévit depuis 58 ans. Il a réussi à s'adapter, comme il a réussi à s'adapter aux demandes du peuple à partir de février 2019, en allant jusqu'à prétendre que l'actuel gouvernement est l'aspiration du Hirak et que ce gouvernement existe parce que le Hirak, ou existe à cause du Hirak, ou existe pour le Hirak. Comment ils réussissent à faire ça? Parce qu'on sait que les services algériens contrôlent toutes les institutions à tous les niveaux, depuis le portier jusqu'au directeur général, ministre et au-delà. Et du coup, comme ils ont cette machine extraordinaire avec tous les moyens, par exemple la NEP, votre invité disait, le moins jeune, disait que la NEP, c'est les services algériens qui ont une manne d'argent pour arroser à droite et à gauche afin de pouvoir contrôler l'information. Ils font la même chose. Le système, il a cette capacité à se reproduire de manière un petit peu différente pour à chaque fois s'adapter aux changements et aux évolutions internationales ou intérieures. Ceci dit, je vais mettre un peu de bémol à ceux qui croient que le régime il est extraordinaire, qui va se maintenir
à jamais. Il y a aussi le peuple qui a évolué. Le peuple est différent. L'Algérien, je dirais même l'Algérie et l'Algérien de l'après 2019, février 2019 et celui d'avant est différent. Et le pouvoir arrive à se réorienter, à se réorganiser, mais on sait bien qui fait ça dans le colmatage. D'ailleurs, toutes les lois qui sortent, y compris celle-là, et celle de, je pense, avril 2020, suite au Covid et toutes les attaques qui ont été faites par rapport à la diffamation, l'intox, etc. Ils nous ont sorti cette loi pénale suivie de loi sur la régulation de la presse. Donc, à chaque fois, c'est plutôt une réaction qu'une action. Donc, pour répondre à votre invité, Monsieur Sofiane, j'aimerais bien que ce pouvoir puisse faire des réformes. Il ne peut pas se réformer de toute façon, c'est un pouvoir vieillissant qui est illégitime. Et même s'il le fait, il faut qu'il le fasse dans l'action, non la réaction. À chaque fois, il nous sort des nouvelles lois, que ce soit une loi sur les finances, c'est pareil. C'est quand il y a un problème de liquidité qu'ils vont nous sortir une autre loi sur les finances. C'est quand il y a un problème sur l'information qu'ils vont nous sortir une autre loi ou adapter une loi à l'information. Donc, ils sont plutôt dans la réaction que dans l'action pour réellement faire des réformes. Sofiane Maloufi. Sofiane Maloufi, je sais pas pourquoi. sur ce sujet de la presse privée indépendante qui est sortie de la cuisse de Jupiter du jour au lendemain, qu'on a créé comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours historique de la presse dite privée algérienne ou dite indépendante comme ils se prénomment eux-mêmes, mais qui en fait a été mise sur des rails préalables. Ça veut dire c'est pas une direction qui peut pas être prévue. À l'avance, on savait comment allait fonctionner cette presse et en fait, elle a fonctionné comme voulait que le régime voulait qu'elle fonctionne. Vous savez, peut-être que lorsqu'on habite en Algérie et que nous ressentons un petit peu les méandres de l'histoire, les méandres de l'histoire et les bas-fonds de ce qu'elle nous a donné pendant des décennies, c'est que je ne peux pas parler en ces termes de notre presse et de nos médias, et surtout la presse écrite, parce que par respect à ceux qui ont laissé, et je ne fais pas dans le comment dirais-je, ceux qui pleurnissent sous les chaumières ou bien la victimisation, non. Nous avons une spécificité de notre presse, cette presse qui a payé un lourd tribut dans les années 90, une presse qui a été démantelée pendant les années d'aliénation mentale et de casse morale et éthique organisée par le régime de Bouteflika, et ça continue encore une fois par le maintien du statu quo d'une triple décennie que nous avons héritée, celle de la violence à l'encontre de la plume et à l'encontre de la contradiction, celle de la violence exercée sous une autre forme et celle des 2 décennies passées. Encore une fois, M. Lellouh s'adresse à moi sur le bien fondé de ce pouvoir se réformer ou être dans l'action d'action. D'abord, je suis pas comptable de ce pouvoir et je ne suis pas, encore une fois, son porte-parole. Mais j'essaie d'analyser de manière moins passionnée, moins distanciée de l'Algérie, parce que j'y vis. On fait des analyses ici aussi. Nous avons les chiffres pour cela. Nous réalisons des enquêtes pour cela. Mais surtout, nous avons une perception qui peut être différente de ceux qui nous regardent ailleurs. Et surtout, une analyse de la situation politique ou de la situation de la presse, parce qu'on parle de la presse. Maintenant, si on doit parler du pouvoir et de Tebboune du matin au soir, donc c'est non, une mais discussion j'entends bien. Sofiane Maloufi, justement, une question qui est peut-être dans votre espace d'intérêt et dans votre sphère professionnelle. Quand on parle de la presse écrite, vous savez que la presse écrite est lue, contrairement à la télévision, qui est regardée depuis le bébé d'un jour jusqu'au vieillard, même de façon ou d'autre. Mais la presse écrite, elle n'est lue que par les gens qui savent lire. Ça veut dire généralement depuis l'adolescence jusqu'à un âge très avancé. Or, pour lire la presse,
surtout de savoir analyser, parcourir tous les titres, il faut quand même un certain niveau. Et donc, on est en train de dire que le vrai lectorat, celui qui lit les journaux, ça veut dire on ne compte pas par rapport au tirage qui peut être trompeur, mais par rapport aux gens qui peuvent lire et qui lisent et qui achètent réellement les journaux. On dit qu'ils ne représentent même pas les 2% de la population totale. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, c'est là où le débat technique devrait avoir lieu. C'est là l'essentiel. Hein. Pour encore une fois mettre au pilori les dirigeants qui sont à la tête de la communication, c'est pas parler dans un comment dirais-je dans un esprit subjectif. Donc dans l'objectivité, c'est de parler techniquement de ce qui va mal. Nous avons un champ médiatique où l'absence des chiffres est roi. C'est que nous n'avons aucune perception en termes de chiffres, ni combien de lecteurs, ni les tirages, ni la diffusion, ni les profils des lecteurs, ni les usages qu'en font les lecteurs, ni les nouveaux usages, ni les attentes. Je pense que M. Hamid Lello a entendu parler des fameuses enquêtes usage et attitude. C'est à partir de cela qu'on essaie d'extrapoler ou voir comment ces lecteurs-là vont se développer et comment ce lectorat va se développer. Encore une fois, c'est pas très juste. Nous sommes passés en 2009, la dernière étude que j'avais réalisée sur la presse, parce que personne n'était preneur et personne n'était regardant, sauf ceux qui étaient intéressés par vendre par milliers de dinars les pages de pub, entre autres les grands journaux à tirage à l'époque, c'est que nous sommes passés de 12 millions de lecteurs jour en 2008 à moins de 3 millions de lecteurs jour au jour d'aujourd'hui. Nous avons fait en sorte de casser la presse écrite et que tout le monde investit sur la presse électronique, c'est un fait. Mais encore une fois, les chiffres que nous balance le ministre de la Communication ou le ministère de la Communication ou d'autres agences n'ont rien à voir avec la réalité parce qu'il y a une absence totale de maîtrise du champ audiovisuel et une absence totale de connaissance de la presse. La connaissance théorique de l'acte de journaliste et de journalisme et l'acte de rédiger est différent de la perception d'un marché et des acteurs qui font ce marché-là. Encore une fois, le débat doit s'orienter sur ça, parce que c'est comme ça qu'on pourra éclairer l'opinion publique et on pourra critiquer ceux qui, à longueur de journée, viennent nous proposer des interviews très longs et au final, nous ne retrouvons pas beaucoup d'éléments essentiels et beaucoup d'éléments d'analyse. C'est pour ça on s'intéresse toujours à dire que le pouvoir est illégitime et en réalité, tout est légitime, même la réflexion. Pour moi, je commence à douter de la réflexion, du bien fondé de toute cette réflexion, parce qu'encore une fois, c'est qu'on entreprend la problématique à l'envers. Quand vous dites 3 millions de lecteurs jour, approximativement, 3 millions de lecteurs jour, oui. Ça, par rapport à la population globale, et non pas par rapport à la population adulte, ça représenterait 8% comme ça 15 ans et plus. 15 ans et plus. Ça représente combien? Voilà, parce que la plupart des... Sur la population globale, pas la population adulte. Les 3 millions ont été extrapolés sur les 29 millions et quelques. Donc les 15 ans et plus représentent les 29 millions et quelques. D'accord, très bien. Voilà. Alors, et sur l'audimat, des chaînes de télé, de radio, est-ce qu'on a des chiffres réels, sérieux, objectifs? Il y a eu des tentatives, nous avons travaillé pendant plusieurs années, mais encore une fois, on ne nous accorde aucun intérêt. Les annonceurs, les agences, les éditeurs de presse, les éditeurs de contenu, les télévisions, les radios ne sont pas preneurs parce qu'il y a une dérégulation telle que aucun pays n'a vu une dérégulation du marché, une absence de loi et surtout une absence d'instruments qui permettent demain de vraiment créer une presse de qualité, une presse et un champ audiovisuel de qualité. Parce qu'encore une fois, tout le monde avance, navigue à vue. Nous n'avons aucune demande par rapport à ça. Nous produisons des chiffres, nous produisons des analyses, nous produisons des événements qui nous permettent à chaque fois de nous frotter aux expertises internationales dans le domaine de la mesure d'audience, dans le domaine des enquêtes médias. Mais encore une fois, c'est très difficile de trouver des preneurs, mais nous continuons à le faire parce que le combat, il est là. Le combat, il n'est pas dans les discussions de café. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Le combat est là, mais il est aussi dans
la volonté d'essayer de comprendre ce qui se passe, pas seulement sur un plan technique, pas seulement sur un plan spécifique, mais sinon, par exemple, les publicités, les annonceurs, comment ils peuvent opter pour telle ou telle chaîne dont ils ne connaissent même pas l'audimat? Donc ils sont fatalement orientés, ou alors ils jouent ça au dé, au tirage au sort? Encore une fois, il y a le lobbying des chaînes de télévision, c'est un fait. Le lobbying de la presse, c'est un fait. Il y a aussi des velléités de certains concurrents comme nous. Nous produisons des mesures d'audience qui souvent nous les offrons gratuitement. Donc ils essaient de se servir de ça. Mais encore une fois, c'est pas ça qui détermine le ranking des journaux ou des télévisions qui seront les mieux lotis. Encore une fois, il y a une dérégulation. Et souvent, ceux qui font du bon travail, ceux qui font du bon contenu, mais hélas ne font pas de grandes audiences, sont toujours les parents pauvres de ce marché, parce que cette absence de régulation font qu'il y a de grands groupes médias qui prennent et qui phagocytent l'ensemble du marché publicitaire, et il y a d'autres qui font très bien leur travail, mais qui n'ont pas une performance aussi importante, et qu'au final, ils ne retrouvent rien à prendre, et au final, ils ferment et ils disparaissent. Et nous allons revenir sur ce sujet avec les révélations du PDG de l'ANEP. Yahya Bounouar, peut-être un commentaire? Premièrement, j'ai bien noté ce que dit M. Maloufi en insistant sur nous, on est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Je rappelle juste que vous-même, moi et votre troisième invité, quand on parle des années 90, on était à l'intérieur et on les a vécus. Et donc, on a vu ce qui s'est passé. On était sur place, on l'a vu. Et on l'a dit. Voilà, juste pour dire ça. Par rapport à ce qu'a dit votre autre invité, que ce régime a pu gérer, ce que vous avez dit. Voilà, Hamid Lello, ce que vous avez dit, vous aussi, que le régime a su créer des partis politiques, des médias, et qu'il est diabolique et il a su faire. C'est pas vrai. C'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour les médias, mais c'est totalement faux pour la société et pour le peuple algérien. Je rappelle qu'il leur a fallu 250 000 morts pour remettre le peuple algérien dans la cage. Donc ils ne savent pas. S'ils avaient su, on n'en serait pas arrivé là, avec un pays détruit, et au bout du compte, aller chercher un corrompu comme Bouteflika. Donc ils ne savent pas faire, et ils ne savent pas faire plus depuis le 22 février 2019. La preuve, ils ont ramené un gars comme Tebboune et un gars comme Belhamer. Deuxième point, c'est vrai que la technique, c'est important. Et M. Maloufi l'a rappelé, mais nous ne sommes pas dans un pays où nous avons des problèmes techniques, nous sommes dans un pays où nous avons des problèmes politiques. Il reconnaît lui-même qu'il y a un problème de légitimité. La légitimité, elle n'est pas technique, elle est politique. Les décisions sont politiques. Et il y a derrière, malheureusement pour l'Algérie, des généraux, je le répète, de la police politique qui s'occupe de tout ce dont on est en train de parler, et non pas des experts, et non pas des journalistes, et non pas des hommes de communication, et même pas des hommes politiques. On a des généraux paranoïaques qui voient le mal partout, qui voient leur propre population comme un adversaire, et quelquefois comme un ennemi. Et donc le problème est avant tout politique. Quand on aura réglé le problème politique, des gens très techniques comme M. Maloufi, eh bien, ils vont s'amuser, ils vont s'épanouir et ils vont régler les problèmes techniques. Le problème de l'Algérie est un problème politique. Il faut d'abord le régler politiquement. Sur ces révélations de M. Honouri au sujet de l'ANEP? Voilà. Il révèle que l'ANEP a distribué, je vais me répéter parce que je l'ai dit au début, que l'ANEP a distribué X milliards pour tel canard, X milliards pour tel canard, et ainsi de suite. Encore une fois, l'ANEP n'a rien distribué. Ce sont les officiers de la police politique qui disaient au directeur de l'ANEP de donner à celui-là tant et de donner à celui-là tant. Tout le monde le sait. Et ça continue. Aujourd'hui, ils continuent de distribuer pour Tebboune comme ils l'ont fait pour Gaïd Saleh et comme ils l'ont fait. Donc le directeur de l'ANEP a en fait essuyer la part de la police politique. Aujourd'hui, c'est quoi le boulot de Ammar Belhamer aujourd'hui? C'est de distribuer l'ANEP aux journaux. C'est tout ce qu'il a comme pouvoir. Alors que ça ne devrait pas exister.
les institutions du pays, les ministères, les entreprises, les mairies, les wilayas, devraient chacun choisir le média qui lui convient. Et pourquoi ça passe par la net? Est-ce que c'est normal? Ça s'est remis en 97, c'est Ahmed Yahya qui l'a remis. En 88, il n'y avait plus le monopole de l'État sur la publicité publique. Ça a été remis en 88 et pris en charge par le colonel Hadj Zoubeir et poursuivi par le colonel Fouzi. Ça ne devrait pas exister. Monsieur oui, mais Yahya, vous le dites vous-même, l'argent de la pub sert à réguler la liberté de la presse. Ça veut dire à faire taire ceux qui seraient tentés d'aller vers un peu plus de liberté de la presse. Dans le même temps que de l'autre côté, il y a le bâton, donc on vous laisse le choix. Donc l'utilisation de la NEP et de la pub sert à ça, à domestiquer la presse, à la garder sous contrôle. À acheter les médias qui servent la soupe, qui font la propagande du régime, quel que soit le nom du chef de l'État, qui s'appelle Bouteflika ou Tebboune ou Gaïd Saleh. C'est le régime, en bout du compte, c'est l'argent des Algériens, il ne faut pas oublier. Donc ils se servent de l'argent des Algériens pour faire la propagande du régime en place. Point. Qui décide? Ce sont les officiers de la police politique. Parce que c'est eux qui déterminent qui est bien et qui n'est pas bien. Et c'est la même chose pour la publicité. Pas toute la publicité, mais une partie de la publicité privée. Celle qui ne passe pas par la net. Aucun grand groupe qui a de la publicité privée n'aura le courage d'aller donner de la publicité privée à un organe quand il sait qu'il n'est pas apprécié par la police politique. Même les privés ne vous donneront pas un centime, parce que le téléphone va sonner pour dire arrêtez, c'est des traites, c'est des opposants, Khawana, etc. Vous connaissez la chanson. Et ça, il faut le dire aux Algériens. Après, on ira aux problèmes techniques. Quand on construit une maison, on commence par la base. Si on ne règle pas le problème de base, qui est un problème politique, on ne pourra pas régler les problèmes techniques. Ce n'est pas vrai. Et pour les problèmes techniques, moi, il n'y a aucun problème parce que les techniciens existent. Une fois qu'on a mis en place des institutions, que les lois s'appliquent à tout le monde et que tout est mis en place, les techniciens, nous en avons et tout sera réglé rapidement. Mais d'abord, il faut régler le problème politique. Je ne fais pas de la critique pour la critique, j'essaye de construire mon pays. Et mon pays, je le construis d'abord avec des institutions politiques, avec des décisions politiques. J'éloigne les militaires de la politique, ils retournent dans la caserne. Je dissous la police politique qui n'a rien à faire dans une démocratie. C'est antinomique. On ne peut pas avoir un pays où il y a une démocratie et la police politique. Ça ne marche pas comme ça. S'il y a démocratie, il n'y a pas de police politique. Donc il faut régler ces problèmes. Et ensuite, tout ira bien pour ce pays. Mais d'abord, les bases, la construction de base, elle est politique. Je fais confiance, il y a des techniciens, ils régleront tous les problèmes, aussi bien dans la presse, au niveau médical, dans tous les domaines, il y a des techniciens. Mais d'abord, qu'ils aient la liberté, les lois, les encadrements, les institutions pour faire ce qu'ils ont à faire. Hamid Lellou, sur ce sujet, justement, privilégier la politique, la légitimité, les institutions, la souveraineté du peuple, à tous ces fatras organisationnels, ces chartes qu'on veut copier, alors que l'âme même de la déontologie et de l'éthique n'existe pas. On ne ramène pas des paragraphes et des amalgames de chartes allemandes, françaises, américaines qu'on passe au mixeur pour obtenir quelque chose, alors que l'âme de la démocratie, l'âme de l'éthique, l'âme de la déontologie n'existe pas. Et ramener à cette histoire d'ANEP, c'est vrai, comme le dit Yahya, tout le monde est en train de parler de ces révélations, mais personne jusqu'à présent n'est en train de dire mais c'est quoi cette ANEP qui distribue la publicité à qui elle veut? Normalement, c'est à l'annonceur de choisir lui-même l'organe où il veut publier, comme le dit Soufiane Melovi tout à l'heure, sur la base d'un audimat, on sait à qui on s'adresse, on sait où le message passe le mieux. Donc, Hamid Lellou, sur tout ça. Honoré, le directeur, le PDG de l'ANEP, lui-même, il a sorti ces chiffres de manière populiste. Ça surprend personne. Hein. De toute façon, c'est toujours la faute des autres, de ceux qui étaient avant nous. Mais il dit rien sur l'ANEP, pourquoi elle existe. S'il n'est pas content avec ces chiffres, s'il n'est pas content avec tout ce que l'ANEP avait fait avant, tant qu'à faire, dire on n'a pas besoin d'ANEP. On n'a pas besoin d'ANEP. La presse devrait être indépendante.
Moi, je dirais, j'ajouterais deux mots qui, je les aime pas, mais c'est la réalité de la politique algérienne. En fin de compte, tout est dû à la non-légitimité de ce système qui agit de deux manières. Quand il a affaire à la presse ou quand il a affaire aux partis politiques, il utilise deux choses. Ou bien la domestication, ou bien la clochardisation. Si vous vous pliez à leur désirata et que vous travaillez bien et que vous êtes un bon élève, vous vous faites domestiquer, mais bon, vous aurez, comme vous avez dit, une villa, une voiture de fonction, un salaire, des missions à l'étranger, etc. Ou bien, comme ils l'ont fait avec beaucoup de journalistes qu'ils ont jetés en prison comme des criminels, hein, ils les ont jetés comme des criminels, c'est de la clochardisation. Vous perdez votre boulot, vous perdez vos privilèges et vous êtes à leur merci. Vous êtes à leur merci. Encore une fois, la police politique qui intervient dans un régime pareil, on ne peut rien attendre d'elle. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut nettoyer la maison Algérie. Il faut nettoyer la maison Algérie. Vous ne pouvez pas... Hamid Lello, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Quand vous entendez parler, parce qu'il faut quand même en parler, parce que c'est tellement outrancier, c'est tellement ahurissant, c'est tellement phénoménal qu'on ne peut pas faire l'impasse. Quand vous entendez parler d'un Afif, ex-responsable au FLN, qui avait 2 journaux et qui a engrangé 109 milliards de publicité. 109. Quand vous entendez parler d'un Madjar, qui était au football, qui est très proche du régime, qui a fait le 4e mandat de Bouteflika, et qui a engrangé lui aussi, je ne sais plus combien, en tout cas des dizaines et des dizaines de milliards. Quand vous entendez parler de Ben Younes, ex-ministre, quand vous entendez parler de fils du général Gaïd Saleh, et quand on vous dit qu'il y en a 40 autres qui n'ont pas le droit d'avoir des journaux, mais qui les ont, et qui ont engrangé les 100, 150, 200 milliards. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur des considérations telles que celles que nous sommes en train d'aborder. Et ça justement, c'est un aspect de l'aspect technique de la presse, justement. Et ces gens-là ont réussi à détourner ces sommes astronomiques en usant des textes régissant la presse nationale. On n'a même pas eu besoin de le faire sans... La réglementation, en fait, existe. Et c'est un moyen légal de détourner de l'argent et de faire dans la corruption. Donc, on n'a pas de problème technique au niveau de la presse. Nous avons de très bons journalistes. Et d'ailleurs, ces très bons journalistes, on se rend compte de l'excellence de leur travail quand ils sortent de l'Algérie. Quand ils sont à l'étranger, ils font un travail extraordinaire. On a des journalistes algériens ici aux États-Unis. J'en connais certains. Ils vous rendent fiers parce que du bon boulot qu'ils font. Mais ils ont souffert en Algérie. Et ils n'avaient pas de problème de technicité. C'est pas technique. La technique, ils l'avaient. C'est les gens qui étaient derrière l'outil législatif qui le manipulait et qui le continue à le manipuler à leur guise, qui ont fait que la presse algérienne en général s'est retrouvée à l'état déplorable où elle est maintenant. Donc ce n'est même pas un problème technique. Le problème technique se réglera du jour au lendemain dès qu'il y a les institutions qui sont fortes et une institution au niveau de l'information. Je vais vous donner un exemple. On n'a même pas besoin d'être un journaliste dans un pays qui se respecte. Et je ne dis pas que les États-Unis, c'est le parfait exemple. Il y a des lacunes, il y a des limites, etc. En ce moment, je suis en train de travailler sur le problème des lobbyismes des Américains avec les hommes d'affaires algériens et l'État algérien. Je ne suis pas journaliste. Pas plus tard que vendredi, c'est le dernier jour de semaine, à 5h de l'après-midi, c'était même 5h30, normalement les bureaux sont fermés. Je reçois un coup de fil d'un bureau ici à Washington parce que j'ai laissé un message. Ils me disent on cherche Monsieur Loulou. Oui, c'est moi. L'information que vous cherchez, voilà, on vient de vous l'envoyer par email.
Voilà. Et je ne suis pas journaliste, je me suis présenté en tant que chercheur, ce que je suis. Je dis, je suis en train de faire des recherches, travail sur le lobbyisme, et je donnais les numéros d'enregistrement parce que vous faites enregistrer au niveau du ministère de la Justice. Et en donnant ils m'ont même envoyé des papiers qui datent à, tenez-vous bien, un contrat signé par Al-Khalifa en 2002. C'est dire. C'est dire. C'est dire. Ouais. Hein, c'est dire le sérieux, c'est dire le cadre dans lequel les citoyens évoluent. Hein, ouais. Exactement, alors que je me suis présenté en tant que citoyen normal, et puis j'ai cherché un peu plus et j'ai demandé l'information, ils m'ont dit, voilà, nous, c'est ça qu'on peut vous dire, mais voilà un autre contact, envoyez-leur un email et demandez, faites votre demande, et s'il le faut, ils vont vous demander de payer des frais de dossier, des fois vous avez accès, c'est ce qu'on appelle Freedom Information Act. Hein, c'est la loi sur la liberté de la presse. Un citoyen ou même quelqu'un, un résident légal, il peut faire la demande et accéder à l'information. Si l'information est classée secrète, il faut que la personne apporte des preuves que vraiment cette information est légitime pour la personne, pour le travail. Des fois, vous avez à engager un avocat, ou des fois ils vous appellent, ils vous disent venez au bureau, vous avez accès à l'information, vous pouvez la lire, mais vous ne pouvez pas prendre de photocopie, vous n'avez pas le droit de la recopier, de la prendre. Vous pouvez en parler, ce n'est plus un secret, mais vous ne pouvez pas prendre la copie du document. Donc, ces aspects techniques sur le papier existent. Moi, quand je lis la loi sur la presse en Algérie, elle est plutôt valable. Mais est-ce qu'on l'applique? Ça, c'est une autre chose. Et là est un autre problème. Soufiane Melloufi, un commentaire d'abord, avant que je vous pose une question en particulier. Encore une fois, je pense que mon ami, ou peut-être mon ami, je m'excuse, M. Hamid Lello ne m'a pas compris. Je ne parle pas des techniques journalistiques, encore une fois. Je parle de la régulation technique du marché médiatique. C'est ça. Quand on parle de régula, dans le sens latin, c'est loi, normes et règles. C'est ça la régulation. Je parle de ça des aspects techniques. Et c'est dans le cadre de ce qui est venu nous déclarer le ministre de la Communication. C'est ça, c'est pas la technique journalistique. Hein. On peut être un journaliste citoyen, même quand on est chercheur académicien, et je vous l'accorde, c'est Hamid Lello, c'est vrai, nous allons à la recherche de l'information et nous l'écrivons. Sauf que le journaliste l'écrit d'une manière, bien sûr, avec les influences, avec les idéologies, avec la ligne éditoriale, mais vous êtes différent parce que vous avez le sens de l'objectivité et vous êtes dans le moule de l'académicien qui est animé par cette objectivité. Mais les deux approches sont similaires, sauf que techniquement, dans un journal, le journaliste est tenu par la ligne éditoriale et vous n'êtes tenu par rien, sauf votre probité et votre honnêteté intellectuelle. Moi, là, quand je parle de technique, c'est pas les techniques journalistiques, hein, pour que je puisse me faire comprendre. Maintenant, encore une fois, sur la presse écrite en Algérie, encore une fois, c'est Jamal, vous savez, Sarah et mon honnêteté intellectuelle par rapport à ça, quand on aura moins de marionnettes et moins de girouettes, on aura un système un peu plus faible. Dès lors qu'on aura des gens qui feront de la cupidité une religion, ne pourront pas aspirer à un système meilleur. Donc, on doit d'abord nettoyer devant notre porte. C'est ça la différence. Mais Soufiane, pardon de vous interrompre, oui. Soufiane. Plutôt que de souhaiter avoir moins de marionnettes, moins de girouettes et plus de gens intègres, pourquoi ne pas mettre en place un système juridique, institutionnel, qui soit érigé de façon à ne pas permettre des girouettes et des marionnettes et des bricoleurs et des opportunistes. Ça veut dire que c'est une méritocratie. Si jamais vous y injectez de la médiocrité ou de la mafiocrité, elles sont éjectées tout aussitôt et tout automatiquement. Pourquoi ne pas souhaiter plutôt instituer un système en tant que tel qui soit démocratique tout simplement? Parce que je ne suis pas, c'est mon apport, le paradigme qui est le mien, c'est que le changement doit arriver par la base et non par le sommet. Encore une fois, si on fait référence au texte de
dans notre Coran sacré, donc Allahumma yaghfiru ma biqawmin hatta yaghfiru ma bi anfusihim. Et moi j'y crois, quand le fard ne slahsh, donc il est difficile d'avoir des gouvernants qui soient à la hauteur de nos attentes ou des aspirations. Encore une fois, c'est quand on a de vrais citoyens et en contrario d'individus ou d'éléments. Vous savez, à un certain moment, Ben Salah nous a presque catalogué d'éléments. On est devenus des éléments. Quand vous voyez dans le discours politique, hein, vous vous souvenez de ces propos-là. Donc, encore une fois, quand on sera moins des éléments et on sera moins des individus, on deviendra des citoyens intègres qui veulent vraiment une Algérie meilleure. C'est nous qui la construirons. Je ne suis pas dans l'idéalisme, hein, et dans cette euphorie ou cette vision un petit peu manichéenne. Non. Je suis vraiment dans une approche très raisonnable. C'est que nous avons beaucoup de marionnettes un peu partout et beaucoup de gens girouettes et surtout animés par la cupidité. Si nous avons eu 132 ans de colonisation, c'est que nous avons eu justement un peuple qui s'est soulevé autant de fois, mais encore une fois qui a accepté. Mais le jour où il a décidé de sortir de ce colon barbare et cette colonisation barbare, ça n'a mis que 7 ans. Donc encore une fois que moi c'est mon paradigme et c'est mon approche personnelle. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est tout à fait ce que je voulais dire. C'est-à-dire quand je parlais de changer et d'instituer un système, je n'attendais pas que le système le fasse pour nous. Bien au contraire, un tel système ne peut pas se suicider de cette façon. Yahya Bounoir, nous allons arriver à la fin de l'émission. Alors, tout à l'heure, Hamid Lallou a dit quelque chose de très intéressant, que ce système a été érigé de façon à ce qu'il ait tous les moyens légaux d'aller chercher ses intérêts de façon légale. Ça veut dire en quelque sorte, ils vont puiser leurs ressources, leur pillage, dans les plis même de la loi. Avant de répondre à votre question, je vais y revenir. Juste un mot sur ce que vous disiez, ainsi que M. Maloufi, qui a parlé de marionnettes. S'il y a des marionnettes, c'est qu'il y a des marionnettistes. Et si on éliminait les marionnettistes, il n'y aurait plus de marionnettes. Et on sait tous qui sont les marionnettistes, ce sont les militaires. Et je reviens à votre question. Bien évidemment que les gens... il n'y a pas de pouvoir législatif. Qui fait les lois en Algérie? Qui fait les lois? C'est le régime. Et donc il fait les lois qui lui conviennent pour rester dans le légal. Et encore, le légal, c'est quoi le légal quand un général appelle un juge et que le juge condamne quelqu'un et le met en prison? C'est légal. Mais le coup de fil, lui, il n'est pas légal. C'est quoi le légal quand un général appelle le directeur de la NEP et lui dit « tu donnes X milliards à tel journal », c'est légal que la NEP le donne puisqu'elle a le monopole de la publicité. Mais le coup de téléphone n'est pas légal. On est dans l'illégalité totale. On est dans la clandestinité, un régime clandestin. Ça fonctionne au téléphone, aussi bien à la justice, aussi bien à la NEP, et dans tous les domaines. Quand c'est la police politique qui fait les lois. Est-ce qu'il y a un député, à part quelques députés minoritaires de quelques partis de l'opposition, tous les autres, FLN, LND, ils obéissaient aux autres et ils font les lois qu'on exige d'eux. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et quand ils en ont plus besoin, ils les ont jetés en prison pour quelques-uns. Donc c'est du sacrifice. Ils les ont sacrifiés pour essayer de faire baisser la pression du 22 février. Donc, même quand on parle de légal, ce n'est pas vrai, parce que même dans leur légalité, est-ce que c'est légal qu'un général, patron des services, appelle un juge et lui dise « tu mets celui-là en prison ». C'est légal que le juge le fasse. Mais c'est pas légal que le coup de fil n'est pas légal. Donc on n'est pas dans la légalité, on est dans l'illégalité, l'inconstitutionnalité, l'illégitimité. C'est un régime fantôme. Ce sont des généraux à partir des casernes qui décident de tout aujourd'hui encore. Merci. Merci Yahya. Alors Hamid Lallou, très vite. Tout à l'heure vous avez parlé d'accès à l'information. L'accès à l'information en Algérie est tout à fait inimaginable. Vous ne pouvez pas avoir d'accès à l'information pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a quasiment pas de statistiques, y compris pour le gouvernement lui-même.
très difficile pour lui d'avoir accès à l'information légale, pratique, fonctionnelle, celle qui permet de gérer les affaires publiques. Mais il y a aussi l'interdiction d'accéder à l'information. Moi, un jour, j'ai essayé d'accéder à l'information sur les prises en charge à l'étranger, pour des soins à l'étranger. C'est comme si j'avais demandé, je ne sais pas, un secret d'État absolument. Et j'ai appris que le bureau de la case orale où se trouvait ce service, c'était comme un coffre-fort. Il fallait y accéder, juste pour y accéder, c'est vous dire. Hein. Donc, comment faire pour que cet accès à l'information soit consacré, réel et effectif? L'information, c'est le savoir, et le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas accès à l'information, parce que c'est de cette manière qu'ils peuvent maintenir le pouvoir. J'ai donné l'exemple que je suis en train de vivre en ce moment en accédant à cette arme. Je suis sidéré parce que c'est des gens qui prennent le téléphone, qui vous disent voilà, j'ai une partie de l'information, mais l'autre partie, vous la trouverez dans l'autre bureau, donc vous appelez telle personne, on vous donne l'email et vous envoyez l'email. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un pays où les institutions sont fortes, indépendantes, quoi qu'on dise, il est vrai qu'il y a des problèmes aux États-Unis comme partout, mais on ne peut pas dénier, on ne peut pas renier le fait qu'il y a de très fortes institutions et que c'est ça qui donne accès à cette information. Elle donne accès à plus, à la liberté d'expression. Elle donne... Moi, je fais des sittings toutes les semaines, tous les jeudis, et beaucoup de mes compatriotes qui me suivent sur Facebook et YouTube, ils me voient en face du Congrès américain. Est-ce qu'ils sont venus? Non, j'ai demandé une autorisation. Ils me disent, bon, tant que vous faites ça de manière propre, pas de violence, pas de machin, il n'y a aucun problème. Merci Hamid Lellou. Soufiane Maloufi, très vite, le mot de la fin vous revient. Encore une fois, c'est que j'aimerais que nous puissions avoir de vraies initiatives, pouvoir parler de choses vraies, d'initiatives vraies, une reconstruction de beaucoup de choses. Donc il y a tout à faire. Mais encore une fois, je suis toujours bloqué par cette histoire de légitimité, du bien fondé de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Parce que même parfois les débats sont faussés, parce parfois on vient pour débattre d'une intervention des ministres de la communication et on se retrouve à parler encore une fois, c'est vrai, de la légitimité d'un pouvoir, de la dichotomie d'un pouvoir entre militaire et politique. Et tout ça, je vous assure que ce n'est plus appréciable et ce n'est plus supportable parce que il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'expertise ici et ailleurs. Nous sommes là à attendre, à reconstruire et nous perdons beaucoup de temps et le temps coûte de l'argent, coûte de la santé morale, et la santé mentale et physique. Et j'espère qu'une autre fois on pourra intervenir, on parlera moins de Tebboune et de l'armée, on parlera beaucoup plus d'initiatives, beaucoup plus de choses, beaucoup plus objectives et des choses qui permettront de dire demain, il y a cet espoir. Nous devons nous nourrir l'espoir parce qu'encore une fois, le désespoir est mobilisateur et la mobilisation parfois peut faire beaucoup de mal. Soufiane Maloufi, il faut de tout pour faire une émission. Ceci dit, merci beaucoup Soufiane Maloufi. Merci beaucoup Yahya Bonouar, merci beaucoup Hamid Lellou. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khair, c'est là-bas.